Donc, dans le cours précédent, nous avons vu les courants ioniques avec la technique de Hodgkin-Huxley en voltage imposé. On a mis en évidence la présence au niveau de l'axe de géant de Kalmar d'un courant entrant porté par les ions sodium et un courant sortant porté par les ions potassium. Donc, avant de poursuivre pour analyser la conductance de membrane en fonction du potentiel et en fonction du temps, on va essayer de faire un petit rappel sur ce que nous avons vu pour l'instant en ce qui concerne le potentiel de repos et en courant imposé et en voltage imposé. Donc, nous avons vu que le potentiel de repos d'une cellule est généralement égal. Donc, il est au niveau de l'axe de géant de Kalmar, on peut noter moins 80 millivolts, c'est le potentiel de repos. Et on a mis en évidence la pile d'équilibre aux ions potassium calculée à partir de l'équation de Nernst. Pour les ions potassium, il est égal à moins 90 millivolts. Et pour le sodium, le ENA, qui est le potentiel d'équilibre aux ions sodium, est égal à peu près à plus 40 millivolts et il est très positif. Donc, la cellule se trouve à moins 80 millivolts, c'est-à-dire que le potentiel de repos de la cellule est constant, il ne change pas. Alors, quelle est l'origine du potentiel de repos? On a mis en évidence le fait que le potentiel de repos, c'est une forte perméabilité au potassium, c'est-à-dire le potassium sortant, la perméabilité, donc je fais un vecteur plus épais, la perméabilité de potassium est très importante par rapport à la perméabilité au sodium. Et on a mis en évidence aussi un courant, disons, une entrée des ions sodium. Alors ici, la perméabilité faible, donc je le fais avec un seul trait. Mais regardez, je vais calculer les forces électromotrices. Alors la force électromotrice, elle est faible pour le potassium, alors que pour le sodium, la force électromotrice est forte. Regardez la force électromotrice pour le sodium. Elle est beaucoup plus importante. Ici, si je me repère sur le schéma, je regarde la différence entre le potentiel de repos et le potentiel d'équilibre, qui est moins 80, moins 90, ça c'est la force électromotrice. Force électromotrice pour le potassium, elle est égale à plus 10. La différence étant positive, le courant est sortant. Alors on le voit bien qu'il est sortant ici. Il sort de la cellule. Là, il est sortant. Et si je calcule la force électromotrice pour le sodium c'est, disons, moins 80, toujours qui est le potentiel de repos. Voilà la force électromotrice pour le sodium. Et plus 40, qui est ENA. Et vous regardez ici que, donc moins 120 millivolts. Moins 120 millivolts, c'est la force électromotrice pour les ions sodium. Et elle est égale, et elle est moins, ça veut dire le courant, il est entrant. Vous le voyez qu'il est entrant ici, donc c'est moins, et la force électromotrice est forte. Alors vous allez me dire, étant donné que la force électromotrice ici est très importante, ici pour le sodium, pourquoi le sodium n'entre pas beaucoup? Alors il n'entre pas beaucoup parce que sa perméabilité est faible. On sait qu'au potentiel de repos, la perméabilité au potassium sur la perméabilité au sodium est égale à 100. Le rapport est égal à 100 fois. Il y a 100 fois donc la perméabilité au potassium est 100 fois supérieure à la perméabilité au sodium. Donc, le potentiel de repos, il est ici. Continuellement, tout le temps, on a une sortie des ions potassium avec une force égale à plus 10. Alors, les ions potassium sortent malgré que la force électromotrice est faible. La force électromotrice est faible, le potassium, mais la quantité qui sort de potassium est très importante. Alors on peut imaginer ça comme le potassium a un faible diamètre, donc il passe facilement à travers la membrane de la cellule. Donc à tout le temps, au potentiel de repos, on a un courant sortant de potassium avec une force très faible de plus 10,
mais avec une forte perméabilité, parce que le potassium a une forte perméabilité, c'est-à-dire il passe facilement à travers la membrane, alors que le sodium a une force électromotrice très élevée, mais le gradient électrochimique pour le sodium est fort, mais le sodium n'entre pas beaucoup. Alors il n'entre pas beaucoup parce qu'on peut supposer qu'il est un gros ion, donc il ne passe pas facilement à travers la membrane. Donc au potentiel de repos, on peut faire donc une conclusion. Maintenant, puisqu'on connaît le système de force électromotrice, on peut faire la chose suivante. Au potentiel de repos, il y a, qui est égal à moins 80 millivolts d'une cellule, il y a toujours un mouvement sortant de potassium avec une forte perméabilité, une force électromotrice faible qui est plus 10, alors que le sodium entre avec une forte électromotrice qui est égale à moins 120 millivolts, mais avec une perméabilité faible. La perméabilité aux ions sodium est faible devant à celle de potassium. Alors, si ce système reste comme ça ne marche pas, puisque à un certain moment donné, on aura beaucoup de potassium à l'extérieur et on aura beaucoup de sodium à l'intérieur. Donc, ce système ne marche pas si on ne tient pas compte de ceci. C'est que on a ici une pompe qui fait sortir le sodium et faire entrer le potassium. C'est l'ATPase, sodium-potassium, qui fonctionne tout le temps, aussi bien pendant le potentiel d'action que pendant le potentiel de repos. Donc c'est ça l'interprétation exacte du potentiel de repos. Au potentiel de repos d'une cellule, on a un mouvement sortant de potassium, on a un mouvement entrant de sodium et une pompe qui travaille contre les gradients. Il fait sortir plus puisqu'on a 120 millimolaires de sodium à l'extérieur, on n'a que 12 à l'intérieur. Et pour le potassium, on a beaucoup de potassium à l'intérieur, 140 millimolaires de potassium à l'intérieur pour 4 millimolaires pour le potassium. Donc on voit que c'est ça l'interprétation du potentiel de repos. Alors comment les choses marchent lorsqu'on stimule la cellule? Donc pour stimuler la cellule, on va mettre une électrode de stimulation et on va stimuler la cellule à partir d'un certain niveau, à partir d'un potentiel de repos dont on sait pourquoi c'est moins et pourquoi c'est moins 80. Donc si je stimule mon axone avec une stimulation électrique, si la stimulation est faible, alors j'obtiens un potentiel électrotonique. Donc vous voyez que le potentiel électrotonique, qu'est-ce que j'ai fait en fait? À partir de moins 80 millivolts, j'ai simplement donné j'ai déplacé moins 80 vers moins 60. Lorsque j'ai déplacé vers moins 60, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai augmenté la sortie de potassium, donc le potassium augmente, et j'ai diminué l'entrée de sodium de tout à l'heure, c'est-à-dire les mouvements passifs. On verra tout à l'heure que ces mouvements d'ions de potassium et de sodium ne se font pas à travers les canaux voltage dépendants, parce que les canaux voltage dépendants ne sont pas encore en activité. Ils ne peuvent être activés que lorsque vous arrivez au seuil. Donc, si vous donnez une stimulation électrique faible avec un courant imposé, vous obtenez simplement un potentiel électrotonique. Ce mouvement, ce potentiel est dû à une augmentation de la sortie des ions potassium et une entrée des ions sodium, mais faible qui va diminuer. La force électromotrice pour le sodium va diminuer puisqu'on a déplacé le potentiel de moins 80 à moins 60. On peut calculer la force électromotrice à moins 60. Et vous allez voir que la force électromotrice pour le sodium a diminué et que la force électromotrice pour le potassium a augmenté. Donc ici, c'est simplement un mouvement de potassium qui a provoqué ce potentiel électrotonique. Maintenant, si je stimule jusqu'au seuil, ici le seuil de quoi? Le seuil des canaux voltage dépendants, qui est à peu près égal à moins 50 millivolts. Alors à ce moment-là, on a une augmentation de la phase de dépolarisation va augmenter rapidement. Cette phase de dépolarisation est due à une entrée de charge positive, à une entrée de sodium dans la cellule, et par les canaux voltage dépendants qui sont différents des canaux qui sont activés ici. Ici, ce sont des canaux
ce qu'on a appelé la dernière fois les canaux de fond, les canaux qui sont toujours ouverts, donc par où transite le potassium, alors que jusqu'ici, c'est des canaux toujours ouverts, mais à partir de là, et donc on peut mettre avec une autre couleur, à partir de là, ce sont des canaux voltage dépendants, par exemple, le canal sodium avec sa porte M et sa porte H, et les canaux potassium. Et les canaux potassium, généralement, ils ont simplement une porte N. Ils n'ont pas de porte H, ils ne s'inactivent pas. Donc, on va mettre uniquement la porte N pour le potassium. Donc, si je vois les courants, comment ils se manifestent, si je fais la courant en voltage imposé, donc un voltage imposé, on peut par exemple dépolariser la cellule à partir de moins 80, qui est soit c'est le potentiel de repos, soit c'est le HP, le holding potentiel, c'est-à-dire le potentiel de départ. Si je dépolarise jusqu'à 0 millivolts, j'ai dépolarisé de plus 80, c'est une dépolarisation de plus 80. Alors, si je mets dans le milieu le tétraéthylammonium, je vais avoir un courant entrant qui s'active, puis il s'inactive en fonction du temps. Ici, j'ai l'activation, ici, j'ai l'inactivation. Donc, c'est l'activation du courant. Ici, c'est l'inactivation du courant qui diminue en fonction du temps. Alors, je peux supprimer l'inactivation. Je peux l'inactiver, je peux utiliser une substance que vous allez utiliser en TP. Donc, regardez, ça dépend. Donc, on peut mettre de la pronase pour détruire la porte H. Il détruit la porte H. Par exemple, la pronase est un enzyme qu'on injecte dans la cellule et qui détruit les portes H. Et à ce moment-là, le courant qui sera enregistré sera un courant qui est comme ça. En présence de pronase et de TEA, on aura ceci. Et on aura un courant qui est constant en fonction du temps. Et vous voyez qu'ici, qu'il n'y a plus d'inactivation. Pas d'inactivation, puisqu'on a détruit, pas d'inactivation, le courant est entrant. Voilà, il est constant. Et vous voyez que l'inactivation commence déjà ici. Ce qui montre que l'activation et l'inactivation démarrent en même temps. Simplement, l'activation est plus rapide, donc on voit le courant qui s'active, et que lorsque l'inactivation est forte, le courant diminue, et que lorsque je supprime l'inactivation, je vais avoir un courant constant. Donc voilà comment on fait pour enregistrer le courant entrant de sodium en mettant du TEA et en mettant par exemple un inhibiteur, une substance qui détruit la porte H pour avoir le vrai courant. Si vous voulez avoir le vrai courant, il faut enregistrer le courant en absence d'inactivation. Donc ce que vous allez faire en TP, vous allez utiliser le TEA pour bloquer le courant sortant et vous allez utiliser une substance pharmacologique, on va vous donner le nom en salle de TP, et cette substance il y a beaucoup de substances qui suppriment l'inactivation, donc on va vous donner une substance qui supprime l'inactivation, et donc on obtient le vrai courant. Alors, donc la courbe courant potentiel que je vais faire, de courant entrant de sodium, la courbe courant potentiel, ici, donc à partir d'un potentiel moins 100 millivolts, qui est le HP, le potentiel de départ, moins 50, c'est le seuil d'ouverture du courant, plus 40, c'est le courant, vous allez obtenir un courant qui est comme ça, lorsque vous mettez uniquement de TEA. Donc vous enregistrez les courants, vous mettez les points sur la courbe. Ici, vous mettez I en milliampères par centimètre carré de membrane, le courant enregistré. Ici, c'est le potentiel imposé en millivolts. Et donc, vous obtenez du courant qui se diminue ici. Et vous voyez que le courant augmente, atteint son maximum, puis il diminue. Ça, uniquement lorsque vous mettez du TEA. Mais si vous mettez du TEA plus la pronase, vous allez avoir un courant beaucoup plus fort, sans inactivation. Voilà. Et vous aurez toujours votre ENA qui se trouve ici.
Et donc le courant ici est obtenu en absence d'inactivation. Alors c'est très important de dire que le courant il est toujours obtenu sans inactivation. Comme ça, en supprimant l'inactivation, on peut calculer la conductance. Alors la conductance, c'est quoi? La conductance du l'ion sodium, c'est le rapport entre le courant de sodium sur E moins ENA. Alors ça, c'est le potentiel d'équilibre, donc plus 40. Ici, c'est le courant enregistré. Attention, ici, il est enregistré en absence d'inactivation. Je supprime l'inactivation, donc j'enlève l'inactivation en détruisant la porte H. Et là, je peux calculer la conductance. Et E, il peut changer. Donc je peux changer E, je peux varier E. Ça peut être plus 10, ça peut être moins 10, ça peut être moins 20, ça peut être le potentiel de la cellule. Donc le potentiel de la cellule, moins le potentiel d'équilibre, c'est la force électromotrice. Puis donc, vous voyez que la conductance de l'ion sodium, c'est le courant sur la force électromotrice. C'est le rapport. Il est exprimé en Siemens par centimètre carré de membrane, donc centimètre carré de membrane, comme le courant. Donc ici, généralement, en milliampères par centimètre carré de membrane. Ici, c'est en millivolts. Ici, c'est en millivolts. Et on obtient la valeur de conductance. Donc, on peut faire ça. Pour E égale moins 50, pour E égale moins 40, pour E égale moins 10, pour E égale plus 10, plus 30, plus 40. Donc, je peux tracer la variation de la conductance aux ions sodium en fonction du potentiel imposé. Et généralement, voilà ce qu'on obtient. Donc, si je veux tracer, d'abord, je fais la courbe IV, I, en milliampères par centimètre carré, en fonction du potentiel en millivolts. J'obtiens le courant entrant en présence du TEA plus la prenase, donc pour bloquer la porte H, pour avoir le vrai courant. J'obtiens le potentiel d'équilibre, il est ici, voilà comment on l'obtient. Et donc, je peux calculer pour chaque valeur de I, donc ici c'est le courant de sodium, donc je peux utiliser G égale INA, voilà INA, vous avez les différentes valeurs de INA, sur E, il est variable, il est ici, il change, moins le potentiel d'équilibre qui ne change pas, il est ici. Soit vous le calculez à partir de l'équation de Nernst, soit vous l'avez directement ici sur la courbe courant potentiel. On appelle ça, c'est la courbe IV ou courant potentiel d'un ion, courant potentiel. Et à ce moment-là, on peut rajouter la chose suivante, on peut faire la variation de la conductance calculée des ions sodium en fonction du potentiel imposé qui est ici. Donc, je vais avoir la chose suivante, je vais avoir une sigmoïde qui fait comme ça. Alors ça, c'est une sigmoïde avec un maximum ici que je vais appeler Gmax, la conductance maximale. Vous voyez que la conductance ici, elle peut être égale à 50% d'ouverture. Ici, le canal n'est pas ouvert. Ici, il est à 50% de son ouverture. Ici, il est à 100% de l'ouverture. Donc, j'exprime le canal sodium. Ici, étant donné qu'il n'y a plus de porte H, je vais simplement utiliser M. Donc, ce canal peut être ouvert soit faiblement, donc, et puis, plus le potentiel imposé augmente, puis le canal s'ouvre. Et donc, plus la porte M s'ouvre. Donc, c'est GNA, c'est quoi en fait? C'est la ouverture de M. Donc, plus le potentiel imposé est fort, il arrive un moment où la porte est au maximum d'ouverture et il est ouverture à 0. Vous voyez que j'atteins Gmax. Gmax, c'est la valeur maximale des ions, donc de la conductance. Alors maintenant, on peut interpréter énormément de choses.
vous voyez que le courant de sodium, ici, il augmente, il augmente, il augmente, il atteint le maximum. Ensuite, vous voyez que à partir de HP, si je dépolarise ici, vous voyez que le potentiel imposé est plus fort, alors que le courant diminue. Si je impose ce potentiel ici, vous voyez que le courant, il est ici. Donc vous voyez qu'à un certain moment donné, le courant diminue. Alors la question est la suivante, et souvent je pose ce genre de question. À partir d'ici, pourquoi le courant diminue? Pourquoi le courant entrant diminue? Alors, attention, vous n'allez pas me dire que c'est l'inactivation, parce que la plupart du temps, vous me répondez c'est l'inactivation. Non, l'inactivation n'existe plus là. Il n'y a plus d'inactivation, puisque on travaille dans les conditions de TEA et de pronase. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas d'inactivation. On va simplement dire que, ici, si vous voyez ici, l'ouverture du canal dépend de quoi? Elle dépend de l'intensité du courant et de la force électromotrice. Donc dans cette zone-là, il y a deux facteurs. La force électromotrice, ici, dans cette zone-là, le courant augmente. Pourquoi? Parce que la force électromotrice augmente. Vous voyez? Donc plus je stimule, plus j'augmente la force électromotrice, plus le courant est entrant. Donc, mais dans cette zone ici, lorsque on atteint Gmax, la valeur maximale ici, la conductance ne dépend que de la force électromotrice. Il ne dépend plus, vous voyez que le courant ici, lorsque je fais le courant est égal à G multiplié par E moins ENA, vous voyez que le courant dépend de deux facteurs. Il dépend de la conductance et de la force électromotrice. Et si le courant augmente, parce que la conductance augmente, c'est normal, l'ouverture du canal s'ouvre de plus en plus. Donc ici, le courant augmente, voilà, il augmente. Pourquoi? Parce que la conductance augmente. Il dépend de ça. Donc, puisque G augmente, le courant augmente, c'est normal. Mais si G atteint sa valeur maximale à partir de 0 millivolts, ici, dans cette zone-là, à partir de 0 millivolts, lorsque G atteint sa valeur maximale, vous voyez que le courant ne dépend plus que de la force électromotrice. Donc, plus vous approchez de potentiel d'équilibre, et plus la force électromotrice diminue. Donc la diminution du courant ici est due à la diminution de la force électromotrice. Il n'y a pas de la conductance. Je répète, dans cette zone-là, le courant dépend de la conductance et de la force électromotrice. Dans cette zone-là, le courant dépend uniquement de la force électromotrice, puisque le canal est ouvert au maximum, il ne dépend plus de G, il dépend que de la force électromotrice. Et plus vous vous approchez du potentiel d'équilibre, et plus la force électromotrice diminue. Donc essayez de revoir ce que je viens de vous dire, faites un schéma et essayez de réfléchir. Donc je répète une troisième fois, dans cette zone, la diminution du courant ici à partir de 0 n'est pas due à l'inactivation puisqu'on travaille dans la pronase. Donc la diminution du courant au niveau de la courbe courant potentiel est due à la diminution de la force électromotrice. Vous pouvez la calculer. Par exemple, vous prenez une valeur ici, une valeur ici. Vous voyez que le courant est fort, le courant est faible. Donc calculez la force électromotrice ici, calculez la force électromotrice et vous allez voir que la force électromotrice a diminué. Donc automatiquement, le courant diminue. Quoique la conductance atteint sa valeur maximale. Alors pour le potassium, c'est différent. Le potassium, c'est un peu différent parce que le potassium, lui, lorsque vous mettez dans le milieu la TTX, vous bloquez le courant entrant, vous obtenez un courant qui est comme ça. C'est une exponentielle. Et quand vous arrêtez la stimulation, le courant fait comme ça. Ça veut dire que lorsque vous dépolarisez votre cellule à partir d'un HP, qui est négatif, qui est moins 100,
jusqu'à 0, par exemple, au plus 10 millivolts, vous obtenez, en présence de Tx, un courant qui est constant. Et lorsque vous arrêtez la stimulation, le courant diminue. Le courant de potassium, lui, il est formé par une porte N, mais il n'y a pas de H. N, c'est la porte d'activation. On dit que le courant de potassium s'active, mais ne s'inactive pas. Il n'y a pas d'inactivation. Alors ceci, c'est très important pour que la cellule se repolarise. Au moment de la repolarisation, il faut que le potassium sorte en grande quantité pour repolariser la cellule. Alors une cellule qui ne se repolarise pas, c'est une cellule qui est malade et donc qui ne fonctionne pas. Il faut que la cellule se repolarise. Alors c'est pour ça qu'il n'y a pas d'inactivation. Il y a simplement une porte N d'activation et donc on peut facilement, donc on peut dire aussi GK ici, GK est égal à IK, E moins EK. Donc E moins EK, ici vous pouvez calculer aussi la conductance aux ions potassium à tout moment, et vous pouvez faire la courbe du courant de potassium. Alors regardez, pour le courant de potassium, le courant est IK, en fonction du potentiel imposé, toujours en milliampères ici, centimètres carrés ici, et ici en millivolts. Vous voyez que le courant de potassium, il fait comme ça. C'est le courant en fonction du potentiel imposé à partir d'un HP moins 80 ou moins 90, peu importe. Et vous voyez que le courant, il est toujours sortant. Pourquoi il est toujours sortant? Parce que vous avez EK ici. Et que E moins EK est toujours positif. Toujours positif. Donc vous pouvez faire E moins EK pour différentes valeurs ici, donc calculer la force électromotrice pour n'importe quelle valeur ici de E. N'importe quelle valeur, en prenant EK est égal à moins 90, donc vous voyez que le courant il est toujours sortant. Toujours sortant. Et ici, étant donné qu'il n'y a pas d'inactivation, le calcul de la conductance sera beaucoup plus simple. La conductance sera beaucoup plus simple, donc on peut aussi faire l'évolution en fonction du potentiel imposé, de la conductance GK, et on va obtenir une cinétique GK en fonction du potentiel imposé. Donc vous voyez, c'est à peu près la même interprétation, à part que le courant de potassium ne s'inactive pas. Donc voilà les conditions potentiel de repos, le courant entrant et le courant sortant. Alors maintenant, on peut revenir à faire la chose suivante, c'est qu'on peut, pour chaque valeur de potentiel, ici, c'est un potentiel d'action. Potentiel d'action, attention, le potentiel d'action, il est obtenu en courant imposé. Courant imposé, à partir d'un certain seuil, ici, vous voyez ici, vous avez le potentiel électrotonique, et ici, vous avez le PA. Donc, avec la technique de voltage imposé, je peux connaître les courants de sodium, le courant de potassium et le courant total, le courant de membrane qui est égal à la somme du courant entrant et courant sortant. Et j'ai les courants ici. Et je fais pour chaque valeur de E ici, je peux tracer le courant correspondant. Et je peux voir l'évolution des courants en fonction du potentiel d'action. Attention, ça c'est obtenu en voltage imposé. Et le potentiel d'action, il est en courant imposé. Ça c'est la technique de Katz, rappelez-vous, et ça c'est la technique de Hodgkin, Huxley, HH, la théorie de Hodgkin-Huxley, il nous donne les courants. Donc si j'ai le courant, et si j'ai le potentiel d'équilibre des deux, je peux calculer les conductances. Simplement, par exemple, pour le sodium, c'est INA. Si j'ai le courant, donc je peux calculer les conductances pour chaque valeur ici de courant. Pour chaque valeur de courant, donc je peux superposer ici les conductances, qu'ils soient sodium ou conductance au potassium, en fonction du potentiel d'action. Alors c'est ce qu'on va faire ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déterminé qu'il y a deux types de potentiel d'action. La phase de dépolarisation essentiellement sodium et un potentiel d'action qui est à la fois sodium et calcium
par exemple, au niveau des cellules cardiaques, au niveau des neurones. Alors qu'ici, le potentiel d'action il est essentiellement sodique, il y a un seul courant entrant, alors qu'ici, la phase de dépolarisation il est due à la présence de deux courants, musculaire cardiaque, muscle lisse, et au niveau des somas des neurones. Au niveau des axones, ce que vous allez faire en TP, c'est l'existence de INA et bien sûr de IK. Ici, il y a INA, il y a IK et il y a I potassium au niveau des cellules musculaires cardiaques lisses et au niveau des somas des neurones. Alors, donc on peut dire la chose suivante, le courant entrant est nécessaire à la déclenchement du potentiel d'action et que la sortie de potassium par les canaux sont donc de fond et permet le maintien du potentiel de repos. Donc les ions potassium sont nécessaires pour augmenter la constante, donc pour maintenir le potentiel de repos et que le courant de sodium est déclenché par la dépolarisation. Donc ici, vous voyez que je peux faire la perméabilité. Alors, la perméabilité, ce n'est pas la conductance. La perméabilité, c'est une vitesse. Et la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Ce sont deux choses différentes. Mais ça va dans le même sens. Si la perméabilité augmente, la conductance augmente. Ici, si la conductance augmente, la perméabilité augmente. Donc ici, je fais la perméabilité en centimètres donc, par seconde, donc c'est la vitesse, et en fonction du temps. Et vous voyez que au début du potentiel d'action, la perméabilité au sodium augmente, puis diminue. Il diminue, pourquoi il diminue? Il diminue avant d'atteindre le pic ici. Il diminue parce qu'il y a l'inactivation des canaux sodium. Puis il diminue pour s'annuler. Et que pendant un certain temps, le potassium va augmenter, mais lentement. Vous voyez que le potassium ici augmente lentement, puis il diminue. Et si par exemple vous faites ça, vous voyez que chaque phase de potentiel d'action lui correspond un certain nombre de perméabilités. Ça veut dire que ce n'est pas parce que le sodium entre et c'est par la suite que le potassium sort. Non. Vous voyez ici que les deux phénomènes commencent en même temps. Ici, le potassium démarre en même temps, mais lentement. Et que l'entrée de sodium augmente rapidement. Les deux phénomènes, il y a un phénomène lent, il y a un phénomène rapide, mais tous les deux sont activés à partir de moins 50 millivolts. Les deux canaux voltage dépendants s'ouvrent à partir de moins 50 millivolts. Donc superposez les deux courbes, potentiel d'action et les perméabilités, et vous voyez que la phase de dépolarisation du potentiel d'action est essentiellement sodium, mais il y a un peu de potassium. Et que la phase de repolarisation, elle est essentiellement potassique, mais il y a un peu de sodium. Donc ce n'est pas parce que c'est un phénomène qui commence par le sodium et ensuite il se termine par le potassium. Non, c'est des phénomènes qui démarrent en même temps. D'abord le sodium, ensuite. Alors au lieu d'utiliser la pronase, vous utilisez la vératridine. C'est la substance qu'on va vous donner. La vératridine est une substance qui inhibe l'inactivation, qui supprime l'inactivation. Vous allez faire ça en salle de TP. Donc là, on a vu que l'inactivation du pont du potentiel et du temps, et la notion de conductance étant bien exprimée. Alors voilà donc le résumé de la cellule au potentiel de repos. Au potentiel de repos, vous avez ici le canal voltage dépendant au potassium qui est fermé. Ça, c'est la cellule au potentiel de repos. Ça, il faut voir ce schéma-là. Si vous avez bien compris le cours, ça va être facile. Alors, le canal voltage dépendant pour le potassium, il est fermé. Le canal voltage dépendant pour vous avez ici le canal voltage dépendant pour le sodium, il est aussi fermé. Pourquoi? Parce que vous avez M qui est fermé. Ici, vous avez N qui est fermé. Donc, le sodium ne peut pas entrer. La cellule étant égale à moins 80 millivolts. À moins 80 millivolts, le sodium ne peut pas entrer par les canaux, ici, ne peut pas entrer par les canaux voltage dépendants. Par contre, vous avez un mouvement de potassium ici. Le potassium sort par les canaux toujours ouverts.
ce sont les canaux de fond. Les canaux de fond qui interviennent dans le potentiel de repos, qui n'ont rien à voir avec les canaux voltage dépendants. Rien à voir. Ici, il n'y a ni porte M, ni porte H. Ils sont toujours ouverts. Et le mouvement de potassium se fait selon E moins EK. Si la cellule se trouve à moins 80, ça veut dire moins 80, moins 90. Donc, c'est simplement moins 80, moins 90 qui est EK, qui est plus 10. Voilà la force électromotrice. Voilà le mouvement sortant. Le potassium sort avec une force de plus 10 millivolts, donc à travers les canaux qui sont toujours ouverts. Et en même temps, on a dit qu'il y a un mouvement de sodium entrant. Exactement la même chose pour le sodium. Le sodium entre, mais il va se faire avec une force E-ENA qui est égale à moins 120 millivolts, qu'on a calculé tout à l'heure. Donc, même si la force est forte par rapport à celle du potassium, la quantité de sodium qui entre est faible parce que Pk sur Pna est égal à 100. Il y a 100 fois de perméabilité de potassium par rapport à celle de sodium. Et chose importante, c'est que ce déséquilibre de sortie de potassium et d'entrée de sodium va être mis en place par la pompe. Alors parfois je pose la question suivante. Est-ce que la pompe sodium-potassium fonctionne pendant le potentiel de repos? Oui. La pompe sodium-potassium fonctionne toujours, aussi bien pendant le potentiel d'action que pendant le potentiel de repos. C'est grâce à la présence de l'ATP que les concentrations sont maintenues constantes. Voilà donc la cellule au potentiel de repos. Lorsque vous dépolarisez, c'est-à-dire pendant le potentiel d'action, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez d'abord l'ouverture du canal sodium, parce que c'est lui le rapide, c'est le canal sodium rapide. Pourquoi on l'appelle rapide? Parce que c'est lui qui s'ouvre le premier. Le sodium entre, il va dépolariser la cellule, et en même temps, mais avec un certain retard, vous aurez la chose suivante. Mais ici, vous avez toujours ce mouvement passé à travers les canaux de fond, vous avez toujours la pompe. Voilà ce qui se passe quelques millisecondes après. Quelques millisecondes après, le canal sodium est inactivé et le courant de potassium sort, ce qui permet la repolarisation. Donc la repolarisation, ici pendant la repolarisation, et ici pendant la dépolarisation. Donc pendant la dépolarisation, vous avez l'entrée de sodium, et pendant la repolarisation, vous avez la sortie de potassium, et vous avez l'inactivation des canaux sodium. C'est comme ça que la cellule fonctionne. Donc ça marche de cette façon-là. Donc on a vu le potentiel de repos, l'interprétation du potentiel de repos, on a vu comment la cellule fonctionne pendant le potentiel d'action.